Olivier Morel, bonjour. Bonjour. Et on va évoquer dans ce 5e volet du travelling encore la violence et la non-violence. Est-ce que on peut baser une société sur une forme de permissivité? Je ne suis pas obligatoirement pour la permissivité. Je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des lois, que dans l'éducation il y ait une certaine, de la part des parents, un respect d'eux-mêmes, justement, qui commence par se respecter. Non, je ne suis pas pour la permissivité absolue, du tout. Non, il faut de la présence, je dirais, auprès des enfants, et une présence qui puisse être ferme, qui sache dire non. Donc, c'est pas, non, je ne suis pas du tout pour la permissivité absolue. Donc vous êtes pour la nécessité d'interdire dans certains cas? Alors oui, je suis pour la nécessité d'interdire, et notamment d'interdire, alors ça va paraître peut-être paradoxal à certains, mais d'interdire toute forme de violence éducative. Alors pourquoi? Il faut l'interdire parce que cette violence, elle vient du plus profond de nous, pas du plus profond de nous-mêmes, elle vient de l'acquis chez nous, de ce que nous avons acquis pendant notre enfance sous l'autorité de nos parents. Nous agissons souvent, encore, même adultes, sous l'autorité de nos parents sans le savoir. Nous nous en rendons pas compte, mais c'est ce qui se passe. Pour arriver à bloquer ce fonctionnement, il faut qu'il y ait une autorité supérieure, celle de la loi, celle de l'État, qui dise clairement non, on ne doit pas frapper les enfants, pas plus qu'on ne doit frapper une personne âgée, pas plus qu'on ne doit frapper une femme, et on a bien interdit la violence contre les femmes, et je ne vois pas pourquoi on n'interdirait pas sur les enfants qui sont encore plus fragiles que les femmes. Donc, il faut une interdiction. Aujourd'hui, ça commence à être clairement reconnu. Il y a actuellement 46, à l'heure où je parle, 46 pays qui ont, dans le monde, interdit toute forme de violence éducative et d'humiliation. En Europe, il y en a, c'est la majorité des pays qui ont interdit sont en Europe. Malheureusement, jusqu'à présent, la France n'a pas interdit. On en est toujours. Il faut dire qu'il faut beaucoup de courage à des hommes politiques pour interdire, parce que l'interdiction sera au début impopulaire. En Suède, par exemple, qui est le premier pays à avoir interdit en 1979, eh bien, au début, il y avait 70% des Suédois qui étaient contre l'interdiction. Quelques 10, 15, 20 ans plus tard, il n'y en avait plus qu'une petite minorité, 20%, je crois. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10%. Donc, au début, c'est sûr que c'est impopulaire, mais en fait, ensuite, ça devient reconnu et admis et même considéré comme tout à fait normal. On voit une évolution en France. La plus significative, elle vient du défenseur des enfants, Jacques Toubon, qui tout récemment, ça date de quelques semaines, là, à l'heure où on enregistre cette émission, a reconnu qu'il fallait interdire le châtiment corporel et humiliant. On peut lire cela dans la dernière lettre qu'il a envoyée. Et donc c'est important, le défenseur des enfants, c'est une institution de la République, c'est important que cet homme ait pris position dans ce sens. Je vois aussi que quand il y a un débat sur la violence éducative, sur la fessée, comme il y en a souvent, eh bien l'attitude de la presse, les débats qui ont lieu sont beaucoup moins dans la dérision que ce qu'ils étaient avant. Pendant longtemps, c'était tout de suite de la dérision, à dire ouais, il y en a, et puis en plus il y en a qui aiment ça, la fessée, ouais, bon. Mais depuis quelque temps, c'est beaucoup plus sérieux parce que, et notamment depuis qu'il y a eu une plainte portée contre la France, que le Conseil de l'Europe a demandé à la France d'interdire, que le Comité des droits de l'enfant aussi a demandé à la France d'interdire, d'autant plus que nous avons signé la Convention des droits de l'enfant, nous avons signé et ratifié cette convention, dont l'article 19 nous dit que l'État doit protéger les enfants contre toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Or, la violence éducative, c'est une violence. C'est ce qui vous a incité donc à créer l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Voilà, je me suis aperçu donc qu'en réalité, on n'a pas conscience de l'importance de la violence éducative. Je me suis aperçu que de façon systématique, les auteurs de sciences humaines, que ce soit philosophes, psychanalystes, psychologues, sociologues, historiens, qui traitent de la violence, qui écrivent des livres entiers sur la violence en général, sur la violence humaine en général, eh bien, ils oublient systématiquement de parler de la violence éducative. Ils l'oublient.
Il y en a quelques-uns qui en parlent dans une page, mais pour dire ensuite, oui, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas pu avoir d'influence sur l'humanité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'importance de la violence éducative, de son intensité, de sa durée, etc. Alors donc, à travers l'Observatoire de la violence éducative, ce que j'ai voulu faire, c'est d'une part faire ressortir cette violence éducative, la mettre en évidence, la mettre en lumière, faire prendre conscience qu'elle est scandaleuse, qu'elle est inacceptable. Notamment, nous avons fait appel à des témoignages sur le site de l'Observatoire, qui est www.ovo.org. On trouve des témoignages de gens qui ont subi la violence éducative et qui expliquent l'effet que ça a eu sur eux. Je crois qu'il faut en être conscient et on essaie de cette façon de faire de l'information, à la fois par le site, par des publications, par mes livres, par des films. On a en particulier sur le site de l'OVO, de l'Observatoire, un petit film tourné par une Française en Suède. Le film s'appelle « Si j'aurais su, je serais né en Suède », qui montre comment les enfants sont traités en Suède. Et cette jeune femme, elle a vécu à la fois dans les familles, puisqu'elle a été fille au père en Suède, et elle a travaillé dans les écoles suédoises. Elle a vu vraiment de près comment les enfants étaient traités, et elle dit que vraiment c'est essentiel, c'est quelque chose de formidable. Donc je crois qu'il faut prendre conscience de cela, et il faut que la France, pays des droits de l'homme, devienne aussi le pays des droits des enfants. Actuellement, malheureusement, nous ne le sommes pas. Olivier Morel, on aura vu tout au cours de cet entretien, de ces entretiens, que vous êtes un homme de paix, mais pas de passivité. Vous êtes un non-violent convaincu. Et la question que je voudrais poser, qui n'est pas en rapport direct avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, la non-violence, c'est bien beau, mais par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu faire face à l'arrivée d'Hitler? Alors, c'est pas une question facile. Simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu face à Hitler des formes de résistance non violente qui ont eu des effets très efficaces. Je pense par exemple à l'attitude des Danois qui ont pu sauver énormément de Juifs par leur attitude collective. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en France au Chambon-sur-Lignon, où tout un village a dissimulé les Juifs et a pu en sauver un grand nombre. Je pense à l'intérieur même de l'Allemagne, à ce qui s'est passé lorsque les femmes allemandes qui avaient épousé des Juifs ont réagi lorsque ces Juifs ont été arrêtés. Au lieu de se soumettre, elles ont protesté, elles sont venues protester, si je me souviens bien, devant les prisons même où avaient été internés leurs maris, sous Hitler, et Hitler a été obligé de céder. Il a libéré ces femmes, et si je me souviens bien, il en a libéré qui avaient déjà été envoyés à Auschwitz. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la liste Schindler, dont on a vu le film. Il y a des Juifs qui avaient déjà été envoyés à Auschwitz et qui ont été ramenés, qui ont été sortis et qui ont été ramenés sous l'aile de Schindler. Donc il y avait des possibilités de non-violence. Pensez aussi à l'évêque de Westphalie, Monseigneur von Galen, qui, lorsque Hitler a engagé le massacre des malades mentaux, a protesté publiquement en chair et a fait diffuser des tracts partout en Allemagne pour protester contre cette forme de violence. Et Hitler a été obligé de céder parce qu'il a eu peur que les Allemands prennent conscience de ce qu'il était en train de faire, et il a arrêté le processus d'extermination des malades mentaux. Donc il y avait des possibilités de non-violence face à Hitler, et s'il y avait eu une prise de conscience plus grande dans l'ensemble de la population de ce que c'était que la non-violence, des possibilités qu'elle présentait, je crois que même face à un pouvoir dictatorial comme Hitler, on aurait pu agir. Olivier Morel, merci. Merci à vous.